Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour, madame. Bonjour, Valérie. On est ensemble pendant 2 heures pour le 10h midi et notre invité aujourd'hui c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit, non, moi je vous lâche à un moment donné. Oui, vous lâchez. C'est pour ça, mais... notre invité aujourd'hui c'est Guylaine Ottenheimer. Bonjour, vous êtes rédactrice en chef de Challenge, et non pas de Challenge comme certaines fois les gens peuvent dire, magazine Challenge qui se repositionne, et surtout aujourd'hui vous venez justement pour ce repositionnement du journal nous présenter une très grande enquête puisqu'elle a été réalisée sur 10 000 personnes, ce qui est énorme, par Harris Interactive, sur l'état d'esprit des Français. Et j'avoue qu'il y a un certain nombre de surprises. Ils ne sont pas si pessimistes que ça, les Français. On va en reparler avec vous dans un instant. Alors Gilles, la question du jour, justement, elle porte sur la presse écrite, évidemment, puisqu'on recevait Guylaine Ottenheimer. On a posé une question en rapport avec notre invité. Est-ce que vous continuez à lire des magazines d'information? Et je pense que le mot lire est important, puisque nos auditeurs disent non à 86%. On vient juste de mettre le sondage en ligne. Et oui, à 14%. C'est une consultation, encore une fois, c'est une photographie, c'est pas un vrai sondage. Oui, mais moi je pense que beaucoup de gens n'achètent plus la presse, mais lisent beaucoup plus la presse en numérique. Moi, c'est mon cas. J'ai plus physiquement le journal, mais je lis vraiment. Vous continuez, Guylaine Ottenheimer, à lire la presse papier ou... Moi, je suis assez contente, je dois dire, du numérique, parce que on part avec sa petite tablette et on a la pile de journaux qui d'habitude traîne un peu partout dans l'appartement. Mais c'est vrai que quand j'en ai l'occasion, j'aime bien déployer le journal. On regarde mieux, on voit mieux, puis en plus on peut archiver des choses plus facilement, même si dans le numérique on le peut. Mais puis il y a un plaisir papier, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un monde qui est en voie de disparition, et la presse est en grande difficulté, parce que c'est une mutation qui est un peu comme un moment la sidérurgie, quoi. Ouais. Oui. Et puis il y a des alertes, il y a des articles qui sont mis à jour également. Enfin, en tout cas, ça a rendu la presse magazine vivante. Ce qui est intéressant, c'est que les magazines spécialisés se défendent assez bien. C'est-à-dire que les gens font la différence entre l'écume des jours et puis ce qu'on peut lire d'intéressant dans les journaux. Donc je pense que la presse écrite doit apporter du contenu, mais bluffer les gens avec du contenu. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce magazine, que les gens aient des choses à apprendre. Parce que si c'est la répétition de ce qu'ils ont vu dans les alertes et dans les chaînes d'infos, bon, voilà, pourquoi acheter un journal? En revanche, les journaux comme Historia, Sciences et Vie, tout ça, ça marche assez bien. Philosophie, ça. Les gens ont envie d'apprendre, mais il y a une différence entre la lecture où on se pose et le picorage qu'il y a tous les jours sur les infos. Et vous pensez que vous êtes moins défié que les journalistes de BFM, que vous êtes plus crédible, la presse écrite? Pas BFM ou les journalistes de télé. C'est pas à moi de répondre. C'est pas à moi de répondre. Bah si, parce que vous en faites de la télé. Non, mais je pense qu'on a le temps dans un magazine d'abord d'enquêter, puis de développer. Souvent, l'information, il faut prendre le temps d'écouter toute la phrase et pas juste le petit bout. Il faut le contexte, c'est très important. Donc, effectivement, quand vous réduisez une information à même 1 minute, même 50 secondes, vous la déformez énormément. Vous avez un prisme. Allez, Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, c'est évidemment la visite d'Emmanuel Macron qui a fait la une et parlé dans les médias hier. Il était donc dans la cité phocéenne, le fief de Jean-Luc Mélenchon. Alors lui aussi. Enfin, fief... Oui, fief quand il y est. Et lui, il a fait... m'emmenez pas sur ce terrain-là. lui, il a fait le tour des télés pour dénoncer ce qu'il appelle le pèlerinage des promesses. Il était hier sur LCI. Mais il y a quand même quelque chose d'insupportablement monarchique dans tout ça. Alors il arrive, et puis il vient avec plein de sous, et le voilà qui s'occupe de transport, d'école dans la ville de Marseille. Admettons même que ce soit des fonds d'État, mais d'après la Constitution, c'est le Premier ministre qui s'occupe de ça. Non, là, c'est le président de la République. Alors, si d'autres communes de France ont des problèmes de nettoyage urbain, que sais-je encore, eh ben, ils peuvent téléphoner à Monsieur Macron et puis demander des sous parce qu'il doit en avoir quelque part. Ah, c'est le Téléthon à votre bon cœur, madame. Ça vous fait rire? Mais oui, je ne suis pas mélenchoniste, mais je partage une conviction avec lui, c'est que cette 5e
est beaucoup trop monarchique et finalement ne fonctionne pas bien. Et d'ailleurs, on voit l'intérêt des Français pour la politique. On le voit dans ce sondage. On va en reparler. Parce qu'à chaque présidentielle, on va élire le Messie, celui qui va tout sauver, qui a les bonnes idées. C'est feuille blanche et on recommence tout à zéro. Puis, les Français 3-4 mois après, ça y est, toutes les mauvaises nouvelles arrivent. Et les Français n'y croient plus. Hein. C'est Donc il y a un ce qu'on système voit. qui ne va pas. Il faut partager le pouvoir. Il faut pouvoir malaxer les décisions, les faire accepter, les acculturer. Tout ça, c'est un art, la politique. C'est encore possible ? Oui, il faut changer une ligne dans la Constitution, c'est-à-dire que le Premier ministre doit être choisi par la majorité parlementaire. Ouais. Sur C8, Raymond le chauffeur. Vous voyez qui est Raymond le chauffeur routier de Touche pas à mon poste, Valérie? Bien sûr. Oh, comme vous êtes. Non, donc Raymond, qui est un personnage important de Touche pas à mon poste, a poussé hier un coup de gueule sur le pass sanitaire qui, pour lui, va créer du chômage. Le 15 septembre, on m'a dit, je vais faire de toi un chômeur si tu mets pas ton vaccin dans le bras. Ça, c'est inadmissible. Je vais faire de toi un chômeur. T'as beau être courageux, t'as beau être qui tu veux. Si moi, je suis pas vacciné, là, je vais le faire. Mais je vais le faire. Moi, je m'en fous, je suis adulte. Mais mes enfants, je veux pas. C'est ta société, elle t'a dit, on peut pas le garder. Mais à un moment donné, il va falloir que je me vaccine. Il est chauffeur libre. Il va falloir que je me vaccine. Donc, tous ces gens qui ont le choix de pas se vacciner, qu'est-ce qu'on va en faire des chômeurs? Un président de la République, il est là pour aider sa population. Il est là pour donner du boulot aux gens. Il est pas là pour faire des chômeurs. Là, il va faire des chômeurs, le président. Voilà. Hier soir sur BFM, le docteur Stéphane Gaudry, qui est professeur à l'hôpital Avicenne, a dénoncé l'article de François qui réclame, écoutez bien Valérie, la guillotine pour lui, pour Karine Lacombe et autres de ses confrères. C'est tout simplement un appel au meurtre qu'il a dénoncé. On reçoit, dès qu'on essaye d'expliquer certaines choses, un certain nombre de menaces, allant jusqu'aux menaces de mort sur nous, mais également pour certains d'entre nous sur nos enfants. Et ces menaces ont abouti finalement, vous voyez, dans cet article, enfin si on peut appeler ça un article, parce que c'est un déversement de désinformation médicale dans France Soir, aboutit donc à un appel à la guillotine d'un certain nombre d'entre nous, ce qui est quand même absolument affreux. Mais surtout, cet article a été relayé par Didier Raoult, qui l'a retweeté en disant que c'était un très bon article, ce qui est quand même absolument scandaleux lorsque on a cette fonction et ces responsabilités-là de relayer ce type d'appel au meurtre, d'appel à la guillotine pour les scientifiques et les médecins qui s'expriment un petit peu partout en ce moment. Ouais. Et des plaintes ont été déposées par des médecins contre François. Vous avez connu François oui. C'est extrêmement triste parce que, d'abord, sur le plan humain, comment est-ce qu'on peut avoir ce type d'attitude, franchement? Et deuxièmement, ça décrédibilise un peu plus la presse. Je ne comprends pas ce qui peut arriver dans la tête des gens pour en arriver à cette bassesse. Oui, mais c'est très violent. Hein. On voit les échanges sont extrêmement violents, à la fois sur les réseaux sociaux et même au sein des familles. C'est très profond ce mouvement anti-vax. C'est pas seulement anti-vaccin, c'est une sorte de... Vous nous imposez plein de trucs, les 90 km/h, la taxe carbone, j'ai pas le droit de couper l'arbre de mon jardin, j'ai pas le droit de faire ceci, mon enfant doit faire cela. Il y a plein d'injonctions qui viennent d'en haut. Et pour une fois, ils ont trouvé un os à mordre, à ronger, en disant ça, on va pas laisser passer. Et donc, c'est une espèce de vieille colère, de vieille amertume qui ressort. Mais c'est vrai que les menaces de mort ou la divulgation d'adresses personnelles sur les réseaux sociaux sont des pratiques je pense qu'il faudrait que vraiment on ait des sanctions à la hauteur. Le dernier son, Valérie. Je vais vous prendre, bonjour madame, 1 kilo de clémentine, 2 tranches de jambon et un Beretta. Et oui Valérie, depuis hier au Texas, eh bien les armes sont en vente libre partout. Sans obligation de permis, sans obligation d'entraînement, vous pouvez l'acheter comme ça. Il suffit d'avoir 18 ans. C'est un reportage d'Agnès Varamian sur France 2. Le Texas, un État républicain, vient d'autoriser le port d'armes sans permis et sans entraînement. Il suffit tout juste d'être majeur. Agnès Varamian. Une arme apparente, portée en public sans permis ni formation, voilà ce que vient d'autoriser le Texas. Les élus républicains considèrent depuis toujours le permis nécessaire jusque-là comme un obstacle à leur liberté. Cette loi va permettre à des gens honnêtes de porter une arme de manière banale, dans des lieux publics ordinaires, pour
pour une simple raison, se défendre et défendre leur famille. Et on Le précise Texas, qu'il oui. vient de restreindre le droit à l'avortement. L'avortement est quasiment interdit au Texas. Eh Voilà. oui, on peut tuer tout le monde, mais pas son bébé. Voilà. Enfin, son bébé, embryon. son embryon, c'est pas un Oui, bébé. son embryon, Gilles, oh là là. ouais. Voilà, j'ai voulu faire une sortie oui, de l'humour. non, vous auriez Excusez-moi, mieux fait mesdames. de ne rien Allez. dire, voilà. Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef de Challenge. Donc Challenge, qui était un magazine plutôt économique, à tendance économique. Et ce matin, on peut lire dans le Figaro une interview de Claude Perdriel, qui est le fondateur du Nouvel Obs. On peut le rappeler, entre autres, grand patron de presse. Il a vendu le Nouvel Obs il y a quelques années. Et donc, il est toujours... il a 96 ans, hein, c'est ça. Et donc, vous avez décidé de repositionner le magazine. On va parler de ce que de cette grande enquête également. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de Challenge ? Ça fait un moment que Challenge, et d'ailleurs c'est dans notre charte, est un journal économique et politique. La politique joue quand même un rôle important dans notre économie et lycée de Versailles. Donc c'est un peu les deux jambes de notre journal. Et on va encore plus développer cette offre politique. On a des sondages réguliers, on a des enquêtes régulières à l'approche de la présidentielle. On développe aussi les pages culture, les pages style de vie, art de vivre, etc. Et on va développer un peu tout ce qui est reportage, vie. Voilà, on élargit un peu le spectre. Pour pas mal de gens, Challenge, c'est resté un journal un peu pour les cadres, entrepreneurs, créer mon entreprise, changer de travail, etc. Or, le spectre est beaucoup plus large. On a fait des covers sur le plastique, sur la démondialisation, sur le monde. Ce qu'il y a, c'est que la seule ligne, et tout le monde a la parole chez Challenge, c'est très divers, c'est ça qui est très intéressant. Comme ça, après, le lecteur se fait son opinion. On a juste une ligne rouge, c'est on n'attise pas les peurs. Oui. Donc on va en parler justement à propos du sondage. On peut signaler qu'il y a toujours ces grandes plumes, hein, Vincent Beaufils, Nicolas Doménac, André Comte-Sponville, il y a Maurice Safran également qui signe, j'ai vu les livres dans le magazine. Et donc pour annoncer un petit peu le nouveau Challenge, vous avez décidé de lancer une grande enquête, un grand sondage, 10 000 personnes dans le panel. C'est Harris Interactive qui a procédé à ce sondage. 10 000 personnes, c'est beaucoup, hein ? Oui, alors c'est très intéressant parce que pour toucher 10 000 personnes qui répondent au quota de femmes, hommes, enfants, jeunes, plus moins jeunes, cadres, ouvriers, il faut toucher énormément de monde pour arriver à un panel équilibré de 10 000 personnes. L'intérêt de cette chose, c'est que quand vous avez des sous-catégories après, vous voulez savoir, par exemple, si sur la mondialisation, parce que là, ce qui est étonnant, les Français sont persuadés à 90% presque qu'on peut réindustrialiser la France. On s'est dit, bon, peut-être que les CSP- y croient plus que les CSP+, les cadres y croient moins que les ouvriers. Ben non, c'est l'inverse. C'est les cadres qui y croient plus. Et ça, c'est crédible parce qu'on a un nombre de cadres suffisamment important. Vous savez, c'est le principe du sondage. Bien sûr, il faut avoir un échantillon représentatif. Et donc là, on a un échantillon de cadres ou de CSP+, ou d'ouvriers qui est suffisamment important pour que la réponse veuille dire quelque chose. Parce que si vous avez 1000 personnes et que vous avez finalement 6 ouvriers à la fin qui disent oui, ce n'est plus du tout crédible. Donc voilà, on a une photographie, c'est comme s'il y avait plein de pixels pour photographier. C'est très bien défini et on voit vraiment ce qui se passe dans les régions, dans les différentes classes sociales. Alors parce que c'est difficile de détailler, je pense qu'il faut vraiment l'acheter, le lire et les questions sont intéressantes parce qu'elles touchent tous les aspects de la société, que ce soit la vie privée, la vie quotidienne où les Français, et ça on l'a senti et ça se confirme, ont envie de privilégier la famille, mais il y a aussi d'autres aspects plus intéressants sur la mobilisation, sur les centres d'intérêt. Ce qu'on voulait savoir, c'est ce qu'il y avait vraiment dans le cœur des Français après toutes ces années un peu difficiles quand même. Il y a eu les grèves contre la SNCF, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu le Covid. C'est des années quand même un peu chahutées où les Français ont dû changer leurs habitudes. C'est assez délicat. Donc on voulait savoir, au-delà des intentions de vote, ce qu'il y a dans le moteur des Français à moins d'un an de la présidentielle. Et donc on voulait savoir s'ils étaient inquiets ou en colère, parce qu'on dit les Français sont en colère. On a voulu voir. Non, ils sont inquiets. On peut les comprendre. Bien sûr. Beaucoup plus qu'en colère. Oui, ils sont plus inquiets qu'en colère. Inquiets à 53%. Ils sont inquiets pour des questions
pertinente, c'est-à-dire ils voient l'avenir, ils sont inquiets parce qu'il y a l'état de la planète, parce qu'il y a les menaces de terrorisme, parce qu'il y a des inégalités sociales, la délinquance à 82%. Et voilà, et ça c'est ils veulent des actions de long terme et ils sont d'autant plus inquiets que sur tous ces items dont on vient de parler, ils sont très très largement majoritaires à dire que ça ne change pas, que ça n'évolue pas. Ils sont que 3 ou 4% à penser que les choses s'améliorent. Donc ça veut dire que les Français attendent des vraies réponses. Deuxième enseignement, on savait qu'il y avait une défiance des politiques, mais là c'est abyssal. Il n'y en a que 12 ou 16% qui pensent que les hommes politiques luttent contre le déclin. Et au contraire, ils disent que c'est la première cause du déclin parce qu'ils ne donnent pas les bonnes réponses. Moi, j'étais surpris parce que dans ce sondage, en 10e et 13e position seulement, et le problème des principaux sujets d'inquiétude, l'islam et l'immigration ne font pas partie de ces sujets d'inquiétude. Or, lorsqu'on écoute les médias, quels qu'ils soient, et les politiques, on a l'impression que le premier sujet est l'immigration et l'islam. Comment vous expliquez cette différence ? Je me suis disputé avec des journalistes de droite qui disent non, mais ça, on peut faire dire ce qu'on veut au sondage, c'est pas vrai, etc. Non, c'est vrai que c'est une des préoccupations, la première préoccupation, tout parti politique convaincu, toute tranche d'un convaincu, c'est la planète. C'est hallucinant. C'est-à-dire que tout le monde, et par exemple, si c'est encore plus fort à gauche qu'à droite, mais même à droite, personne ne dit on en fait trop, ça n'existe pas. Simplement, ils sont un peu plus modérés dans leur engagement. Donc la première préoccupation, c'est quand même la planète, c'est le montant, c'est le long terme, c'est l'avenir de mes enfants. Et l'immigration arrive bien après, même si c'est plus fort à droite qu'à gauche. Voilà, l'écologie est plus de gauche, l'immigration est plus de droite. Mais c'est pas la première préoccupation des Français. Et l'islam non plus. Ça fait partie des sujets d'inquiétude. Il y a juste une ligne blanche, une ligne rouge. C'est à un moment, on leur demande est-ce que vous craignez que l'islam devienne la première religion de France ? Ils sont que 37% à le penser, donc c'est beaucoup. Parce qu'avant que l'islam devienne la première religion. Et ensuite, seulement dans ce cas-là, si jamais l'islam devenait la première religion de France, alors là, ils penseraient que la France perdrait son identité. Ça veut dire qu'ils pensent quand même que les racines de la France sont chrétiennes. C'est resté quand même dans la tête des gens. Marine Le Pen, elle est deuxième quand même lorsqu'elle se présente à la présidentielle. Et que c'est elle parle rarement d'écologie, Marine Le Pen. Donc il y a une contradiction entre... Elle commence à en parler beaucoup, les circuits courts, etc. Si elle commence à beaucoup en parler, et elle a pris ses distances. Elle avait pris ses distances avec la théorie du grand remplacement, avec l'entrée de Zemmour en campagne. Jordan Bardella a repris ses propos, mais elle avait pris un peu de distance avec cette histoire-là. Il y a un vrai décalage quand on regarde ce sondage avec les médias, avec ce qu'on entend à longueur de journée sur les chaînes d'infos, sur cet état d'esprit des Français plus inquiets qu'en colère, alors que quand on écoute les différents médias, on a plutôt l'impression que les Français sont en colère. On dit toujours qu'on fait un papier quand il y a un train qui arrive pas à l'heure, quand il y a un train qui est à l'heure. Quand vous prenez l'autoroute et que toutes les voitures roulent bien, etc., vous n'allez pas rencontrer chez vous en disant c'est formidable, tous les gens ont roulé, il n'y avait pas d'accident. En revanche, s'il y a un accident, vous allez le raconter. Donc c'est un peu le prisme du news et de l'actualité. Et vous êtes toujours plus frappé par les choses qui vont mal que par les choses qui vont bien. Vous ne dites pas toute la journée oh, dis donc, j'ai vu des gens qui jetaient leur papier dans la poubelle, c'est formidable. En revanche, si vous en voyez un qui jette dans la rue, vous dites oh, c'est absolument mais sur la planète, les citoyens sont pas sympas. Mais le sujet de la planète, des choses comme cela, les émissions qui ont trait à l'environnement ne fonctionnent pas du tout à la télévision. Mais vous voyez, il y a un auditeur qui me dit la première préoccupation des Français est ce que l'on met dans son assiette pour pouvoir élever leurs enfants et leur donner un bel avenir. Et c'est vrai que j'ai trouvé assez intéressant dans le sondage toute cette partie sur la famille. C'est une des préoccupations principales des Français, c'est que leur enfant ait un avenir, si ce n'est aussi bien, mieux, au moins aussi bien que leur. C'est pour ça qu'ils sont inquiets. C'est pour ça qu'ils sont très majoritaires à penser qu'il faut s'occuper du chômage, y compris les vieux qui n'ont plus à travailler parce qu'ils se préoccupent de leurs petits-enfants, évidemment. Mais la santé vient aussi dans leurs préoccupations. Mais alors, ce qui est très intéressant, il y a deux choses qui sont très intéressantes. C'est le rôle de la famie. C'est incroyable. On est très loin de mes 68 familles je te hais. Là, la famille est plébiscitée. Absolument. Mais c'est une famille différente. C'est une famille recomposée, plus tolérante que dans les années 60. Et puis, un chiffre, moi, qui m'a vraiment beaucoup surpris, c'est il y a 10% des Français qui pensent qu'ils reçoivent plus du système de redistribution qu'ils ne payent, avec toutes les taxes. Or, c'est 50%. 50% des Français touchent plus qu'ils ne
donne financièrement à la collectivité. C'est dire à quel point l'État est une boîte noire et que les gens ne savent pas ce qu'on fait pour eux. L'éducation, l'hôpital, les tests, le chômage partiel, les aides en tout genre, la sécurité, les aéroports, les trains. Ils ne se rendent pas compte. Et donc ça, c'est quand même... On se dit que vraiment les politiques, ils n'ont rien compris. Il faut aussi dire ce qu'on fait. Oui, absolument. Et puis il faut dire que le président de la République a accepté de commenter ce sondage. C'était prévu avant? Comment ça s'est passé? Non, c'est après. On s'est dit après tout, on porte un diagnostic assez précis. C'est intéressant de voir ce qu'on pense. Il n'y a pas que Macron, il y a aussi Berger, le patron de la CFDT, il y a Rosan Vallon, l'historien, il y a Pierre-Édouard Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, sur la consommation, qui vient apporter aussi sa contribution. Et pour Emmanuel Macron, ça tombait pas si mal, parce qu'on s'aperçoit que les Français sont assez pertinents. Ils pensent qu'il faut investir dans le système éducatif, dans la formation. Dans la médecine. Dans la médecine, dans la science, dans la recherche. Ils sont assez progressistes. Ils croient dans ce période d'anti-vax où on raconte n'importe quoi. On s'aperçoit que les Français, même quand on leur parle médecine, thérapie, génie, ça leur fait pas peur. Ils disent oui à 76 ou 77%. Ils disent oui, c'est du progrès. Donc on n'a pas une France aussi obscurantiste, révoltée, noire qu'on le pense. Et elle n'est pas aussi divisée. Parce que ce qu'on trouvait aussi intéressant, c'est que sur des grandes questions, la mondialisation, l'écologie, etc., on s'est dit, bon, il y a des grandes différences. Alors, il y a des petites différences quelquefois politiques, mais sinon, vous regardez riches, pauvres, cadres, ouvriers, provinciaux, parisiens... Ils pensent à peu près pareil. Il y a un corpus assez homogène sur les grandes questions. Et ça, je trouve ça très positif. Simplement là, voilà, les actions à faire pour le prochain candidat, elles sont là. Il faut faire quelque chose pour le chômage, la formation. Les gens seront prêts à travailler plus le jour où on leur donnera l'espoir qu'on réindustrialise, qu'on donne les formations, qu'on investisse dans la recherche et que la France tire son épingle du jeu. Vous ne croyez pas que dans votre sondage, il n'y a aucun homme politique qui représente tout ça actuellement ? Non, mais c'est vrai qu'on n'a plus de figure politique. C'est-à-dire qu'on attend, et c'est vrai, une figure tutélaire qui voit à très long terme. Alors bon, c'est vrai qu'un certain nombre, pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce que va dire la gauche, mais c'est vrai que Valérie Pécresse, sur certaines choses, sur la formation, ou même Xavier Bertrand, ont saisi la chose. Macron sur l'avenir, l'innovation, et sur ce créneau. Mais on voit que la confiance quand même dans les politiques est extrêmement... La confiance dans les politiques est tellement faible. Tellement faible et discrédités, ils sont discrédités. C'est à lire donc dans Challenge. Challenge, oui, absolument passionnant. Cette enquête, 10 000 Français. Souvent, vous nous dites oui, mais il y a combien de gens qui ont été interrogés? 10 000, c'est quand même un échantillon assez important. Et il passait entre 20 et une demi-heure à répondre. À répondre, et à chaque fois. Il est sorti en kiosque aujourd'hui. Et il sort en kiosque aujourd'hui, et a précisé qu'il est devant l'Express en termes en vente, abonnement, 180 000 exemplaires, 170 000 pour l'Express. Donc, il faut continuer à lire la presse magazine, la presse papier. Merci beaucoup, Guylaine Ottenheimer, d'être venue ce matin.